C'est plutôt rare une fille qui s'intéresse au sumo. Mes copines, qui vont dans les autres clubs, ou mes camarades de classe, n'arrêtent pas de me demander pourquoi je suis là et ce que je fais exactement dans ce club. On ne m'embête pas trop, mais les garçons me taquinent toujours. Ils m'appellent la sumo. Il y a beaucoup de choses qui m'attirent dans le sumo. Par exemple, le fait de pouvoir développer autant de techniques dans un petit espace. Quand je suis entré à l'université, j'ai commencé à pratiquer le sumo dans l'intention de devenir physiquement plus fort. Ce qui m'attirait, c'est qu'avec peu de force, très concentrée, on peut vaincre des plus forts que soi. Au fur et à mesure que je m'entraînais, j'utilisais de moins en moins ma force physique. J'essayais de travailler des techniques et de développer une force spirituelle qui me fait résister jusqu'aux limites du cercle. Ces techniques et cette force mentale m'aident beaucoup dans la vie. Je trouve que le sumo est un excellent moyen pour s'élever et acquérir une vraie maturité. J'ai davantage confiance en moi. Avant, je rêvais d'épouser un sumo. Je me voyais très bien dans une maison de sumo en train d'éduquer des jeunes sumotori. Et maintenant? Maintenant, je suis devenue plus réaliste. Je ne rêve plus d'épouser un sumo. Dans la maison Sado Gatake, l'entraînement occupe la journée tout entière. 7 heures d'exercice ininterrompu assurent aux 40 novices le gîte et le couvert, à condition qu'ils en fassent le service et qu'ils prennent soin de leurs supérieurs. Les apprentis ont la charge des soins corporels intimes que la corpulence des lutteurs ne leur permet pas d'assurer eux-mêmes. Une soumission qui interdit aussi aux novices de battre leurs aînés au cours des exercices. Les lutteurs de la maison Sado Gatake ont le rare privilège d'avoir pour patron un ancien yokozuna, un demi-dieu de l'après-guerre. Mon maître est entré dans le monde du sumo en 1958. À cette époque, le Japon était encore très pauvre. Je dois beaucoup à mes parents qui ont eu le courage de m'élever dans ces conditions, d'autant que j'étais un enfant prématuré. Grâce à mon maître, je suis aujourd'hui bien dans ma peau, avec un corps solide. À cette époque-là, les exercices pour les jeunes sumo n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. À la fin de la journée, j'étais incapable de marcher. Alors on m'aspergeait d'eau pour me faire avancer. Le matin, on me réveillait très tôt à coups de bâton. Parfois, on me bourrait la bouche avec de la terre ou on me jetait du sel dans les yeux. Si on faisait des choses pareilles aujourd'hui, les apprentis abandonneraient tout de suite. Les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas supporter ça. Mais comme on pensait que j'étais un bon élément, on me faisait faire des exercices plus durs. Je peux comprendre aujourd'hui que c'était pour mon bien. Mais à l'époque, j'avais peur de me retrouver handicapé à vie, ou même de me faire tuer. J'ai pensé à me sauver, mais à chaque fois l'image de mes parents me revenait à l'esprit. Si je n'étais pas devenu un vrai lutteur, mes parents auraient dû fuir de honte devant le voisinage. C'est pour eux que j'ai pu endurer tout ça. Je sais maintenant que plus l'entraînement est dur, plus on devient fort. C'est grâce à cela que je suis devenu yokozuna. Les jeunes d'aujourd'hui sont très gâtés, ils vivent dans le confort.
C'est difficile de les motiver. Une fois motivés, je dois leur apprendre l'esprit de compétition. Et ce n'est qu'à ce stade qu'ils sont capables d'accepter ma sévérité. Le plus difficile pour moi, c'est de leur faire acquérir cette volonté. Je suis entré dans ce monde à l'âge de 15 ans. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience pour la première fois de l'importance de mes parents. Dans cet autre monde, au milieu des sumo, j'ai appris beaucoup de choses de mes aînés. J'ai sans doute appris ce qu'ailleurs, je n'aurais jamais pu apprendre à cet âge-là. Ça a été une grande chance pour moi. Les apprentis sortent rarement de leur propre initiative. Lorsqu'on les croise dans les magasins, ils sont en mission pour assurer les provisions de bouche de leur maître. Mon restaurant se trouve dans le quartier de Ryogoku, à 3 minutes à pied de Kokugikan. Les sumo viennent souvent manger chez moi. Vous savez, les gros et les grands sumo. Ils avalent 4 à 5 plats de pâtes comme celui-ci. Comme ils viennent accompagnés de leurs 2 assistants, ceux qui portent leurs affaires, ils les invitent aussi. Ils mangent beaucoup de pâtes et plusieurs bols de riz. Comme ils mangent beaucoup, je gagne bien ma vie. Les lutteurs qui abandonnent sont reconvertis dans des restaurants qui souvent appartiennent à la maison de sumo ou à l'association. J'étais le disciple de Terukuni. Pourquoi avez-vous abandonné? J'étais trop faible. Au cours de votre vie de lutteur, quels ont été les meilleurs moments? Et à l'inverse, quels étaient les moments les plus durs? Les meilleurs moments, c'était de manger et de dormir. Le pire, c'était d'être séparé de mes parents dès mon plus jeune âge. Pour les lutteurs de haut rang, la meilleure retraite sera de diriger une maison. C'est le cas de cet ancien Ozeki qui projette sa vie sur ses toiles. J'ai été blessé sur pratiquement tout le corps. D'abord le cou, les épaules, puis les coudes, les hanches, les genoux, les pieds, pratiquement partout. J'ai dû souvent arrêter. J'ai sauté des tournois à cause de fractures. Il existe beaucoup de peintres célèbres qui peignent des sumo, mais ils n'arrivent pas bien à les peindre. Moi, je connais très bien ce monde. Quand on a vécu dans ce milieu, on connaît les moindres détails. On sait à quoi ressemble une simple ceinture. On connaît le corps d'un lutteur. Tout ça, c'est proche de moi. C'est un monde qui m'inspire pour ma peinture. Auparavant, je peignais des fleurs et des oiseaux. Vous connaissez le katana, le sabre japonais?
Le katana est fait d'un mélange d'acier dur et d'acier mou. S'il était fait en acier dur, il casserait. S'il était fait en acier mou, il plierait. C'est un peu la même chose pour les êtres humains. Lorsqu'on pratique un sport qui demande beaucoup de force, il faut avoir le cœur tendre. Recommencer 1000 fois le même geste jusqu'à la perfection, c'est une des bases des arts martiaux et l'essentiel de l'enseignement auquel peut prétendre un lutteur. Le geste du sumo, c'est le shiko. Un lever de jambe au-dessus de la tête, accompagné d'un claquement sur les cuisses, destiné à chasser le mauvais esprit. Les 7 lutteurs, parvenus au rang de salariés, ont pris possession du dojo. Les luttes sont plus techniques. Chaque sekitori doit trouver dans ses courts instants la maîtrise des 48 prises autorisées et mieux encore, développer une botte secrète. Avant de combattre, je n'essaie pas d'imaginer mon adversaire. Je pense à la technique que je vais utiliser. Je ne me vois pas en train de perdre. J'imagine ma victoire, alors je me lance. Comme si rien ne s'était passé, le sable recouvre le dojo, dominé en son centre par un monticule triangulaire qui le protégera des esprits néfastes. « 11 heures. Par ordre hiérarchique, les sumotori prennent leur premier repas. Leur chankonabe est un plat spécifique, un bouillon de légumes et de soja avec de la viande ou du poisson. Il doit apporter l'essentiel des 10 000 calories quotidiennes nécessaires aux lutteurs. Filmer cette scène de la vie ordinaire est considéré comme un privilège exceptionnel. La maison sumo est un temple. Certains diraient une secte, où nul ne pénètre s'il n'en fait pas partie. La signature du sumotori, c'est l'empreinte de sa main, donnée à l'occasion d'une promotion ou d'un mariage. Koto no Waka prépare cet événement. Il sera bientôt le gendre du patron. Un avenir assuré, à la tête d'un ordre qui autodésigne ses dirigeants. Dorénavant, je ne serai plus seul. Nous serons 2 pour faire le maximum. Pour l'instant, je ne pense pas trop à l'avenir. Ma seule idée, c'est de faire du sumo. Peut-être qu'il vaudrait mieux se projeter dans le futur, mais je dois dire que ma seule idée, c'est de me consacrer entièrement au sumo. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner aux jeunes, mais si je me bats bien, je sais qu'ils me suivront. À notre époque, les familles vivent dans une certaine aisance. C'est pour cette raison que très peu de jeunes viennent chez moi volontairement avec l'intention d'être engagés. Les patrons doivent chercher eux-mêmes leurs nouveaux disciples, en allant partout, dans les tournois en province, ou en essayant de repérer des jeunes très bons dans d'autres disciplines sportives. Ensuite, il faut faire tout un travail pour convaincre le jeune, puis ses parents, ses proches. Quand tout le monde est d'accord, le jeune peut enfin être engagé ici comme apprenti. Parfois, des supporters nous recommandent un jeune. Je vais alors le voir plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord.
Je me sens donc une grande responsabilité. Ils arrivent chez moi à l'âge de 15 ans. Je suis comme leur père, peut-être plus encore. Même s'ils ne deviennent pas très célèbres, je dois déployer tous mes efforts pour qu'ils deviennent forts. Il y en a beaucoup qui échouent, malgré leurs efforts. Une multitude d'artisans gravitent autour du monde du sumo. Dans cet atelier de kimono, on prépare la ceinture de mariage de Kotonowaka. 26 mètres de tissu imprimé dans la plus pure tradition. La ceinture est décorée d'un motif qu'il a lui-même choisi et qui porte sa signature. Pour le sumo, la notion de famille compte beaucoup, d'autant plus qu'ils sont souvent absents de leur domicile. Certains ne mangent pas à la maison des sumos, préfèrent rentrer chez eux. Les sumos sont souvent en voyage. C'est surtout leurs femmes qui s'occupent du foyer. C'est principalement nous qui concevons les dessins des ceintures, mais c'est quand même le lutteur qui choisit. Auparavant, pour porter chance, on se limitait à la représentation d'objets porte-bonheur, comme des éventails, par exemple. Aujourd'hui, ils ont des goûts plus modernes. Les dessins varient beaucoup selon la personnalité de chacun. Ce sont aussi des motifs plus quotidiens. Comme les sumos sont de grande taille et qu'il n'y en a pas deux pareils, ça fait travailler les artisans. Ceux qui font les kimonos, les socks, les getas, les tabis, les oris, ça fait du monde. Votre magasin existe depuis combien de temps? Ça remonte au début de l'époque Meiji. Ça fait environ 100 à 120 ans. Je suis la 3e génération. Nous sommes les seuls à Tokyo à fournir les sumos. Oh, ça fait 2 fois la taille. Oui, regardez, ça fait 2 fois la taille d'un pied normal. Oui, les sumos, ce sont des types bien. J'aime surtout les sumos étrangers. Ils mettent de la musique et ils dansent dans le magasin. Auparavant, c'était plus dur pour eux. La hiérarchie pesait beaucoup. Les apprentis étaient vraiment les esclaves dégradés. C'est comme ça depuis toujours. Ça reste un monde à part. Ça, c'est le pied d'un sumo normal. Mais il y en a des plus grands. Regardez ça, c'est le pied de Kunishiki. C'est nettement plus grand que le pied d'un sumo ordinaire. En cette
cet après-midi du 16 avril, les plus grands lutteurs investissent le temple Yasukuni Jinja. Une fois par an, ils viennent offrir une représentation aux dieux en guise d'offrande et reçoivent à leur tour la purification des prêtres shintoïstes. Chaque apparition publique des lutteurs offre une nouvelle chance à leurs supporters de les approcher, voire même de leur parler. Dans ce sanctuaire, seules les caméras sont triées sur le volet. Le monde du sumo voit ses privilèges garantis par la religion, à laquelle il apporte en retour une partie non négligeable de ses ressources et de son emprise sur les fêtes et les jeux populaires. Les juges ont revêtu leur costume en soie, copié sur le modèle porté au XIVe siècle par la noblesse japonaise. Les lutteurs s'engagent à s'affronter sans réserve, même si leurs exploits ne sont pas comptabilisés dans leur score personnel. Après la victoire de champions étrangers sur le sol japonais, la japonité du sumo avait été fortement ébranlée. Le retour des champions 100% japonais a calmé les inquiétudes des cercles dirigeants. À grand renfort de journaux et de retransmissions télévisées, le sumo, qui avait craint d'échapper à la famille japonaise, revient dans son giron. Le sumo est une sorte de sport. Le lien qui unit les Japonais au sumo est extrêmement profond. Son origine est fortement ancrée dans l'histoire du Japon, ainsi qu'en témoignent les références que l'on trouve dans le livre le plus ancien, le Kojiki. Le peuple japonais est avant tout un peuple de cultivateurs. Il cultivait les champs et les rizières. Le sumo était rattaché à ces cultures. On le pratiquait en guise d'offrande aux dieux, afin de solliciter leur clémence à la veille des récoltes. On réunissait les hommes les plus forts du village et ils s'affrontaient à cette occasion. Il me paraît évident qu'il s'agissait d'offrandes destinées aux dieux. Je vois ces hommes forts comme des messagers des dieux. Ainsi, quand le sumotori martèle le sol avec ses pieds,
C'est un peu comme s'il voulait calmer le dieu de la terre. La marque de noblesse du sumotori s'inscrit sur son tablier. 5 artisans en assurent la tradition. Le premier prix d'un tablier tourne autour de 50 à 100 000 francs français. Au-delà, il n'existe pas de limite. Ça peut faire 150 à 200 000 francs, et même plus. Généralement, c'est payé par les supporters. Ils font cadeau du tablier à leurs sumo favoris. Cela peut être des passionnés. Il peut y avoir plusieurs sortes de sponsors. Dans certains cas, c'est l'école où le jeune a été scolarisé avant d'entrer dans le sumo qui offre la ceinture au sumotori. Cela varie selon les cas. Comme les tournois durent 15 jours, le grand champion, le yokozuna, doit posséder 15 jeux de tablier, un pour lui et 2 pour ses assistants. Il doit changer tous les jours. S'il est très populaire, il lui faut ses 15 jeux de tablier. Ça, c'est le minimum. On appelle ce coffre le hakiri. Ça sert à transporter le tablier, le yukata, le kimono, le gel et les affaires personnelles. C'est fait avec de la paille et du bambou. C'est ensuite recouvert de laque traditionnel. On peint en haut et en bas l'idéogramme du lutteur. Au centre, on met parfois le sigle de la maison à laquelle il appartient. Il y a de la place pour 3 idéogrammes. Si le nom du lutteur tient en 1 ou 2 idéogrammes, ça laisse une place pour peindre le sigle de la maison. Sur le ton des grands récits épiques, les amoureux du sumo chantent la saga de leur héros. Les groupes amateurs accompagnent fêtes et cérémonies. Celui-ci accueille une jeune Anglaise, missionnaire d'un nouvel exotisme. Ils sont complètement faux du sumo en Angleterre. Vous êtes anglaise? Oui, c'est ce qui m'a intéressé au départ d'ailleurs, c'est de voir, d'entendre à propos du sumo quand j'étais encore en Angleterre. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont vu comme moi tout ce qui avait à voir avec le sport, c'est-à-dire la culture, les costumes, les drôles de coiffure, enfin toutes les choses. Et les Anglais se sont toujours, comme les Français d'ailleurs, se sont toujours intéressés à tout ce qui était le plus lointain possible. Quand on s'intéresse au sumo et qu'on aime les chants du sumo, j'ai l'impression qu'on peut naturellement pénétrer le cœur des Japonais et en même temps comprendre l'âme japonaise.